Bonjour à tous et bonne année 2023. Avant de publier nos perspectives pour cette nouvelle année, nous nous sommes replongés dans ce que nous écrivions l'année dernière. Il y a 12 mois, nous nous inquiétions encore des risques liés au Covid et des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement ainsi que sur leurs effets inflationnistes. Un mois plus tard, l'invasion de l'Ukraine par la Russie allait changer complètement la donne en exacerbant largement les pressions inflationnistes déjà présentes. Étant donné les incertitudes actuelles, il est tout à fait possible que ce que nous percevons aujourd'hui comme des risques majeurs soit encore une fois balayé par un événement exogène dans les semaines ou dans les mois qui viennent. L'idée n'est pas ici de nous dédouaner par avance de nos prévisions, mais d'accepter le fait qu'il faudra probablement faire encore une fois preuve de capacité d'adaptation en 2023. Cela étant, où en sommes-nous ? La situation actuelle nous semble être aujourd'hui la suivante. 1. Les banques centrales ont adopté des politiques monétaires que nous jugeons restrictives. Et elles ont une volonté affichée de poursuivre leur durcissement monétaire. La solidité des chiffres d'emploi et les très fortes relances budgétaires mises en place ne devraient pas les amener à modifier leur politique à court terme, même avec des effets de base très négatifs sur l'inflation. 2. La diffusion de ces conditions restrictives va continuer à se faire sentir en 2023, ce qui va continuer à jouer négativement sur le cycle économique. 3. L'inflation va, elle, continuer à baisser de manière très importante dans les mois qui viennent en raison de la baisse massive des prix de l'énergie. Mais les niveaux d'inflation core vont rester élevés à la fois en Europe et aux États-Unis. Dans un deuxième temps, il est cependant probable que l'inflation core baisse elle aussi sous l'effet d'une dynamique macroéconomique moins porteuse et d'effets de second rang liés à la baisse du prix de l'énergie. 2023 devrait donc être une année de faible croissance au mieux, avec des politiques monétaires qui resteront restrictives pendant encore de nombreux mois et de fortes incertitudes quant à l'évolution du prix des matières premières. Ce contexte n'est pas, selon nous, propice à des prises de risques importantes, ce qui nous amène globalement à préférer les actifs obligataires peu risqués aux actifs actions ou aux crédits high beta. Bonjour Paul. Bonjour François. Qu'est-ce qu'on peut attendre du marché du crédit pour 2023 ? Une forme de stabilisation. Après une année 2022 difficile, drivée par la hausse des taux importante et la volatilité, cette année, compte tenu déjà de la normalisation effectuée, plus du pricing du marché obligataire, on pense à une forme de stabilité, notamment sur la partie longue de la courbe. Et c'est pour ça qu'on va favoriser l'investment grade long terme. Préférence pour l'investment grade donc, versus le high yield ? Oui, en particulier le high yield mal noté. On pense que les taux de défaut vont remonter, c'est normal compte tenu de la dégradation macroéconomique que l'on vit. Néanmoins, on n'est pas très négatif non plus. Pourquoi ? Parce que les montants à refinancer dans les 2 prochaines années, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont relativement limités. 7% aux États-Unis, 17% en Europe, ce qui va limiter la hausse des taux de défaut. Ok. Et en termes de préférence sectorielle, le secteur financier est toujours celui que nous préférons ? Oui, le secteur financier et notamment la partie bancaire bénéficie d'un point de vue fondamental de la hausse des taux. Des taux plus élevés, c'est des marges plus élevées, ce qui est plutôt intéressant dans un monde plutôt incertain comme on le vit aujourd'hui. Donc on va favoriser dans la même idée tout ce qui est long en termes de duration, en particulier les tiers 2 bancaires qui sont hyper attractifs aujourd'hui, avec des niveaux de spread et des niveaux de taux sous-jacents très, très importants. Les nouvelles obligations très en vogue aujourd'hui nous donnent des caractéristiques techniques très, très, très intéressantes aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Paul. Merci François. Bonjour Thomas. Bonjour François. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année 2022 ? Plusieurs choses. En 2022, je retiendrai peut-être 3 éléments. Le premier, c'est la surperformance des actions européennes vis-à-vis des actions mondiales. Les actions européennes ont reculé de 7%, alors que les actions mondiales ont reculé de 20%. Donc une belle surperformance, malgré un contexte qui a été quand même très challenging, avec une crise énergétique, un conflit en Ukraine et une inflation à 2 chiffres. Deuxième élément, la remontée des taux. Bien évidemment, on a progressé de 250 à 300 points de base, tant aux États-Unis qu'en Europe, ce qui a provoqué une compression des multiples, notamment sur les valeurs de croissance, ces fameuses valeurs à duration longue. Un bon exemple, celui des valeurs technologiques américaines qui ont vu leur PE baisser de 12 points en l'espace de quelques mois.
peut-être un dernier élément, celui de la résilience des entreprises qui ont affiché face à cette inflation, ont donné de très bonnes publications tout au long de l'année. Elles ont donc affiché un pricing power qui était vraiment à la hauteur et supérieur à nos attentes. Et d'ailleurs, les analystes ont révisé tout au long de l'année les perspectives de croissance des entreprises, notamment en Europe, de près de 17%. Et pour 2023, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Pour 2023, si on commence par la partie un peu plus encourageante, c'est l'Asie, avec la Chine qui va arrêter sa politique zéro Covid. Donc l'économie va pouvoir se réouvrir, refonctionner un peu plus normalement. Certes, il y aura encore des perturbations là, au cours du premier trimestre, mais il semblerait que le pic sur les grandes villes ait été atteint. Donc une meilleure dynamique et des valorisations attractives. Donc sur la Chine, on est plutôt positif. Et plus prudent en revanche sur la partie occidentale, notamment après les récents rebonds qu'on a connus en Europe, une vingtaine de pourcents, 17% aux États-Unis. La dynamique de croissance macroéconomique n'est quand même pas au rendez-vous. On va être en légère récession en Europe à moins 0,5 selon le consensus en tout cas, et une croissance plutôt flat, donc stable cette année aux États-Unis. Donc dans ce cadre-là, on est plutôt prudent. Et les attentes des analystes, en fait, sont un peu élevées, selon nous. Si on regarde en Europe, le stock 600, on attend plus 2. On pense qu'un atterrissage autour de moins 5, moins 7 est plus crédible. Et pour les small caps, qui ont eu un parcours un peu différent des large caps en 2022 ? Oui, tout à fait. On a eu une nette sous-performance des petites valeurs. Alors, selon les indices, entre moins 15 et moins 25. On n'a plus de primes sur la France, des petites valeurs sur les grandes valeurs. On a plutôt une légère décote aujourd'hui, ce qui est assez rare. Si on élargit le spectre de la France à l'Europe, on s'aperçoit qu'on a une valorisation qui est passée de 22 fois les PE à 14 fois aujourd'hui, donc une perte de 8 points de PE qui est assez significative, qui explique une partie du mauvais parcours des small caps. Donc les valorisations aujourd'hui sont attractives et d'ailleurs, en 2022, on a eu 28 opérations en France avec des primes de 45%, alors que la moyenne des primes était de 25%. Donc ça souligne l'intérêt des acteurs industriels ou de certains acteurs du private equity à acheter des titres small cap. Donc revenir sur cette classe d'actifs en 2023 de façon progressive fait du sens. Merci beaucoup Thomas. Merci François. Bonjour Marie. Bonjour François. Alors quel est le bilan pour la dette ESG en 2022 ? Alors en 2022, on a une baisse absolue du montant d'émissions émises sous le format ESG, donc Green, Social, Sustainable ou Sustainability Linked. Ça vient après 10 années consécutives de croissance nette de plus de 200% par an en moyenne. Alors malgré ce montant absolu en baisse, on voit cependant une forte pénétration du format ESG dans le primaire européen. 18% du marché investment grade, 22% du marché high yield, démontrant clairement la popularité du format. Alors, les formats eux-mêmes sont toujours majoritairement représentés par les green bonds, 75% du gisement, 15% pour les sustainability linked bonds. Donc, devant ce bilan un peu mitigé, qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2023 ? 2023 est clairement l'année de la question de la croissance. Son niveau ou sa contraction déterminera directement le montant d'émissions puisqu'elle va impacter les programmes d'investissement des entreprises. Les CAPEX qui sont généralement les montants refinancés par les entreprises sous les formats Green, Social, SLBs, etc. En revanche, on s'attend tout de même à une croissance nette entre 2023 par rapport à 2022 des volumes d'émissions. Et quels sont les moteurs de croissance qu'on attend exactement ? Il y a différents moteurs qui peuvent jouer à différentes vitesses en fonction de comment le scénario macroéconomique se déroule. Dans le pire des cas, où on a une récession accélérée et une augmentation du taux de chômage, on pourrait voir l'intervention des agences gouvernementales qui pourraient venir intervenir comme au temps du Covid et émettre ensuite des social bonds. Le scénario plus mainstream et central, c'est le retour sur le primaire des émetteurs à yield qui ont repoussé leurs besoins en financement, ne peuvent pas repousser l'échéance et vont venir, pour faciliter leur placement sur le marché primaire, privilégier des formats Green ou SLB. La même tendance peut être observée sur l'investment grade, puisqu'on a en plus une forte représentation d'industries polluantes qui, à ce jour, n'ont pas utilisé le format, mais qui ont déjà amorcé une transition énergétique, ont des choses à raconter et pourraient venir choisir un format Green, Transition ou SLB. Merci Marie. On s'attend donc à une augmentation du volume net d'émissions pour tout ce qui concerne la dette ESG en 2023. Exactement. Merci. Merci François. Bonjour Gilles. Bonjour François.
Alors 2022 aura été marqué par une inflation très forte partout. Quid de 2023 et quelles conséquences pour les marchés obligataires? Alors, aux États-Unis, le pic d'inflation est derrière nous depuis plusieurs mois. L'inflation est encore sur un niveau très élevé, à 7,1%, mais elle est clairement orientée à la baisse. Le pétrole est déjà en baisse de plus de 5% sur un an glissant, et cette baisse devrait s'accentuer. La trajectoire à court terme de l'inflation ne fait donc pas vraiment de débat. La question, c'est de savoir le niveau d'atterrissage de l'inflation sous-jacente, si on exclut l'alimentation et l'énergie. Là-dessus, la Fed nous dit 3,5% fin 2023. Les prévisionnistes sont entre 3 et 4%. Donc on parle de niveaux encore relativement élevés. Ce qui nous frappe, c'est que les investisseurs anticipent une inflation dès 2024 inférieure à 2,5%. Le risque d'une inflation élevée pendant plus longtemps nous semble donc sous-estimé. Dans un contexte de croissance qui est en dégradation, nous sommes donc très positifs sur les obligations indexées à l'inflation américaine, qui offre aujourd'hui un taux réel de 1,5%, ce qui est un niveau élevé d'un point de vue historique. Et en zone euro? Alors en zone euro, la hausse des dépenses budgétaires ne va pas vraiment laisser le choix à la Banque centrale européenne de monter ses taux. Madame Lagarde a d'ores et déjà souligné l'importance de ramener l'inflation sous les 2%, et ce, en dépit des risques de récession. Sur les taux longs euro, nous sommes beaucoup moins négatifs. Nous sommes dans un environnement de croissance dégradé qui va peser sur les taux longs. Nous sommes donc encore à l'inversion des courbes de taux européennes pour le moment. Maintenant, en fin d'année, on peut imaginer une repentification car nous sommes actuellement sur des niveaux déjà très inversés. Merci beaucoup Gilles. Achat d'obligations indexées sur l'inflation américaine donc. Vous l'aurez compris, nous abordons 2023 avec une prudence affichée sur les actifs risqués et ce pour une raison principale, des banques centrales toujours restrictives et qui vont, au moins à court terme, continuer à durcir leur politique monétaire. Si les États vont probablement continuer à soutenir leurs économies de manière importante, il nous semble toutefois difficile d'imaginer que cela permette aux prévisions de croissance de rebondir de manière significative. Nous devrions donc assister à une dégradation de la santé des entreprises et des consommateurs, ce qui devrait, in fine, avoir un impact négatif sur les bénéfices. Dans ce contexte, nous privilégions les obligations investment grade, avec une préférence pour le secteur financier. Nous pensons aussi que les taux réels ne peuvent que difficilement aller beaucoup plus haut, surtout aux États-Unis, ce qui sera positif pour les obligations indexées à l'inflation. Le high yield bien noté devrait de son côté se comporter de manière similaire à l'investment grade et profiter du recul des craintes inflationnistes. Enfin, nous restons prudents sur les actions qui ne reflètent pas encore, selon nous, dans leur valorisation le durcissement des conditions monétaires orchestrées par les banques centrales et dont les bénéfices devraient être revus à la baisse. En termes géographiques, notre préférence va à la zone émergente qui devrait profiter de la réouverture de l'économie chinoise et d'une trajectoire moins haussière du dollar. Merci à tous et à bientôt.